vous avez quelques dizaines de terroristes là-bas sur place. Vous savez qu'il y a une infrastructure extraordinaire à détruire là-bas. Et ils sont cerclés et on fait rien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors, on voudrait faire un point avec vous sur la situation sécuritaire, en particulier après ce qui s'est passé de tragique la semaine dernière, l'explosion d'un immeuble au sud Liban qui a coûté la vie à 2 soldats, un officier et un soldat de l'armée israélienne. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que même la mort de 2 soldats israéliens ne suscite pas la moindre ou quasiment pas la moindre réaction de la part de l'armée israélienne, qui semble être menottée, on va dire, par les Américains ou au moins par l'échelon politique, parce qu'il y a des négociations à Rome et parce que en fait les Américains voudraient voir ces négociations aboutir. Je me trompe dans la manière de présenter les choses ? Non, vous ne trompez pas. C'est restreint, c'est une situation très dramatique d'ailleurs, car on est tenu à ne pas se déchaîner trop, à ne pas aller trop profond pour dévoiler ce qui se passe sur le terrain. Et on est en train de se défendre. Maintenant, quand il s'agit de guerre de guérilla, la dernière chose qu'on doit faire, c'est de se défendre. Il faut aller à l'attaque, sinon ça peut finir dramatiquement, comme ça s'est passé la semaine dernière. D'ailleurs, ces soldats ont été et leur mission a été de défendre des outils de génie qui ont fait des travaux sur place. Ce sont des machines qui appartiennent à mon unité. C'est ça. Et c'était leur mission a été de défendre cette... Donc, ici, un peu la région, et entre autres, cet immeuble qui a été... Donc, c'était une embuscade. C'est possible qu'un immeuble reste miné pendant plusieurs semaines oui, bien sûr, et il explose après plusieurs semaines. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement, il n'a pas été miné, on va dire, au cours des derniers jours. Non, c'est possible qu'il est miné depuis très longtemps. Et d'ailleurs, à la bande de Gaza, on a trouvé que ça. Il y a des milliers d'immeubles qui ont été minés et on les a vus qu'à l'arrivée. Et donc là, quelque part, il y a, dites-moi si je me trompe, là aussi, il y a une sorte de dissonance entre l'échelon politique qui freine et l'armée israélienne qui, sur la lancée, on va dire, pour corriger, pour les taquer. Le fait qu'il est là-bas, le fait qu'on est sur place. Le fait qu'on est sur place. Voilà. C'est justement ça le drame, parce que la guérilla, c'est ça. On est sur place, on est stagné, on bouge pas. Et on rencontre toutes les maladies sur place, oui, bien sûr. C'est ça qui est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire, si vous pouviez murmurer à l'oreille du chef d'état-major, vous lui diriez d'insister auprès du gouvernement pour qu'il ait plus les mains libres pour riposter ? Plus les mains libres, ouais. D'aller au-devant, et on sait où ils sont, on sait que... Regardez à l'Italie, regardez un peu cet endroit, ça reflète tout. Vous avez quelques dizaines de terroristes là-bas sur place. Ouais, qui sont enfouis là-bas. Vous savez qu'il y a une infrastructure extraordinaire à détruire là-bas. Et ils sont cerclés et on fait rien. Voilà, c'est une... Alors, dites-moi là encore si je me trompe, c'est un remake d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire que on est revenu dans une politique de retenue ? Pas à ce point, non, pas du tout. À côté de ça, il faut prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, on a affaire à un gouvernement libanais qui a beaucoup de volonté et qui a l'opportunité peut-être de prendre les choses en main et contrôler la situation. S'ils vont avoir d'aide, bien sûr, et qu'ils vont en avoir de la part des États-Unis et des Européens, et s'ils vont l'avoir, il y a une bonne chance qu'ils arriveront à maîtriser la situation. Et pour nous, pour l'avenir, c'est un grand pas. Les pilotes dont on a parlé ces derniers jours, les zones qui ont été évacuées par l'armée israélienne pour y être remplacées par l'armée libanaise, pour l'instant, l'expérience, elle est
Elle est Ça a l'air de concluante. passer bien, mais bon, vous savez, disons comme ça, on n'a jamais été dans les places où ils sont maintenant. On a été quelques minutes là-bas pour faire des petits nettoyages et on est de retour. Et eux, ils ont pris la relève alors qu'on n'a jamais été là-bas auparavant. Le grand test serait au sud de Liban, carrément au sud du Litanie. Là, c'est là-bas où ça se passe et on verra comment ça va se passer. Mhm. Alors, donc on est dans cette expectative du côté du front libanais, mais on parle beaucoup dans la bande de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je voudrais avoir votre appréciation. On ne s'est pas parlé depuis l'annonce par le Conseil de la paix de Donald Trump de cet accord selon lequel le Hamas serait prêt à être désarmé. D'abord, vous croyez que c'est quelque chose de réaliste, que le Hamas accepte le principe même de se désarmer, même de ces armes légères ou lourdes? Vous savez, le Hamas a lancé une bombe. Il a déclaré qu'il est prêt à rendre les armes. Et puis c'est tout. Rien ne s'est passé depuis. Mhm. Il n'a aucune intention de le faire, aucune volonté de le faire. Mais le fait qu'il a fait ces déclarations nous a mis dans une embuscade. Maintenant, c'est à nous d'agir. Mais Mais on à a, côté de ça, mais on on voit a, le mais on Hamas. a, mais on a le sentiment que malgré tout, le Conseil de paix, en particulier après la rencontre de la semaine dernière entre Mladenov et Netanyahou, va un peu dans le sens du narratif israélien, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de désarmement du Hamas, Israël ne se retirera pas de la ligne jaune. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas sur le terrain, Daniel. Oui. Le public ne le connaît pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Beaucoup de travaux, beaucoup de préparatifs, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Et je suis content, d'ailleurs. Car il y a des corps qui arrivent de tout genre. Je préfère ne pas citer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en préparation d'un avenir un peu plus positif. Oui, par exemple. Mais à côté de ça, le grain de Hamas dans la ville de Gaza jusqu'à Khan Younes, tout ce 35%, 40%, là où ils y sont, est toujours problématique. Et il faut comprendre que Hamas, c'est 2 millions d'habitants, hein, c'est pas 20 000, 30 000, 40 000. C'est tous les habitants de la bande de Gaza sont liés idéologiquement au Hamas. Oui, mais là on parle aussi, par exemple, de zones franches dans lesquelles, eh bien, certains Gazaouis qui ne sont pas appelés. La nouvelle Rafah, ça va être le nouveau ça, le nouveau ci, oui. Vous croyez que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le passage vers l'Égypte est ouvert depuis des mois et des mois. Aucun drame se passe là-bas, oui. Alors que c'est Israël qui contrôle le passage. Oui. Et donc, ils ont hurlé, voilà, c'est ouvert. Il y a très peu d'activité là-bas, mais ça se passe, voilà. Et concrètement, vous pensez que le Hamas aujourd'hui dans cette situation, il est affaibli? Je lisais par exemple que, en fait, le fait que depuis plusieurs semaines, le Hamas ne tire pas en direction des positions israéliennes. Il n'y a pas. Ça veut dire que aujourd'hui, le Hamas comprend qu'il n'a pas du tout intérêt à provoquer une escalade. Il est dans une escalade. Et le Hamas a un problème interne aujourd'hui de maîtriser sa propre situation. Oui. Il n'a aucune raison à tirer à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et d'ailleurs, l'armée israélienne agit et fait que pratiquement tous les jours, il y a des attaques de notre côté, mais des choses très précises, des choses très ciblées. Et ce qui fait que vous pouvez comprendre que l'activité est là. Ils bougent, ils essayent.
Mais nous, on est aujourd'hui beaucoup plus avancé au point de vue renseignement, au point de vue position. C'est pourquoi le Hamas aujourd'hui très occupé à se défendre, à se cacher, le Hamas, ceux qui disent, Meir, que le Hamas se renforce, qu'il reçoit des armes de l'Égypte, etc. Vous y croyez ou... Non. S'il reçoit des armes, c'est très petit et rien de sérieux. Ils ont plus de moyens de fabrique, ils ont plus de ravitaillement, de munitions ou de produits de base pour fabriquer. Beaucoup moins. S'ils en ont, alors ils en ont beaucoup moins. C'est plus comme avant. C'est fini ça. C'est fini. Dernier point, dernière question, dernier front, la Judée et la Samarie. Quelle est votre position dans le débat auquel on a assisté la semaine dernière entre le ministre de la Défense, Israël Katz, et le général Avi Blout, cette décision de limoger en direct le général Avi Blout, alors que celui-ci est soutenu par, on va dire, les leaders de l'implantation juive en Judée-Samarie? Je connais personnellement le général Avi Blout. C'est une lumière, cet homme, en tant que commandant et en tant qu'Israélien, juif et en personne. Et je veux vraiment pas rentrer dans ça, mais bon, je crois qu'il est clair que le ministre a pris position de retour, il s'est retiré de sa décision de le faire sur place, alors que la décision de remplacer Avi par le général d'Ado Ben Khalifa. Par Khalifa a été prise depuis il y a quelques mois. C'est pas hier, ni dans cette passage télévisé de TV. Donc, je crois que tout le monde a compris que ça allait trop loin et ils ont refait sur l'opposition. Ouais. C'est malheureux, c'est dommage, ça ne devrait pas arriver, ça ne doit pas se reproduire et il y a toujours le problème de mélange politique armé, ça a toujours été un drame. Surtout en cette période préélectorale. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, Shavua Tov, Meir, à bientôt. Merci, Daniel. Bye bye.